nous a donné un panorama de toutes les questions qui se posent aujourd'hui en termes de fiscalité. Et puis, je crois que, comme vous l'avez dit, votre expérience antérieure, dans la Direction générale des impôts, et ensuite dans le cadre de tous les processus de décision qui concernent la fiscalité, est inestimable. Je veux dire que c'est vraiment, à mon sens en tout cas, une excellente chose que vous soyez là où vous êtes, parce qu'il faut, dans la période dans laquelle nous sommes et les sujets sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire la fiscalité, deviennent de plus en plus complexes, compliqués, et il faut non seulement avoir une connaissance, je dirais, théorique des textes, mais également avoir senti ce que c'est que la fiscalité à travers la pratique que vous avez eue. Donc merci infiniment pour cet exposé et merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais dire, mesdames, messieurs, madame la vice-présidente, que c'est une question, vous vous en doutez bien, vous en êtes persuadés, d'une très très grande importance que celle de la territorialité de l'impôt sur les sociétés, sur laquelle nous allons réfléchir au cours de cette journée. Elle est d'importance car elle nous oblige à tenter de résoudre des problèmes qui sont, et vous l'avez souligné, d'une technicité qui apparaissent quelquefois sans borne, et même inexplicables parfois, tant s'y entremêlent des enjeux de niveaux très différents souvent, mais on y reviendra. Ce n'est pas tout. Cet excès de technicité tend à submerger une question cruciale qui trait à la qualité de notre lien social, plus encore à une transformation radicale de l'organisation de notre vie ensemble. Vous y avez fait allusion également. En effet, c'est maintenant bien établi. Nous sommes en présence depuis plus de 40 ans maintenant, d'une immense transition, d'un basculement de nos sociétés vers un autre monde, d'une remise en question de nos modes de pensée, d'une remise en question de nos institutions et de ce fait d'une remise en question de nos systèmes fiscaux qui ont été conçus pour une autre époque. C'est à une révolution silencieuse que l'on a affaire aujourd'hui, je crois. Et c'est à une transition vers un autre univers à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Nous sommes à cheval sur deux modèles, en fait, de société. Nous vivons le passage d'un monde économique et politique organisé verticalement à un monde globalisé et numérisé qui se structure en réseaux horizontaux. Il s'agit non seulement de réseaux d'entreprises, mais également de réseaux de territoires, avec pour pôle d'influence, il ne faut pas l'oublier, c'est un phénomène qui est en progression constante, des métropoles, dont la puissance économique et politique prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, sous l'effet d'une urbanisation, vous le savez, qui ne cesse de s'amplifier. Nous serons dans le monde, vous le savez, plus de 70% à vivre en milieu urbain en 2050. C'est une étude qui a été faite par l'ONU qui nous le dit. Dans ce contexte, l'espace public est en pleine mutation. Il change de sens sous l'impact du développement d'une société qui se caractérise et s'organise sur la base d'échanges fourmillants d'internautes, particuliers et entreprises, sur de multiples plateformes maintenant. Or, ce monde forme une société, certes virtuelle, on sait, mais bien réelle également, et une société qui tranche avec la société traditionnelle et qui lui est pour un temps, mais seulement pour un temps, je crois, parallèle, tout en la pénétrant. Il porte en germe le passage, autrement dit, vers un autre type de civilisation. Alors, dans cette perspective, on doit garder à l'esprit que l'amplification et parfois le côté spectaculaire de l'évasion fiscale internationale ne doit pas masquer le fait que nous sommes à l'échelle planétaire face à une civilisation nouvelle, à un nouveau modèle de société. Nous devons en tenir compte dans nos réflexions sur la fiscalité. Car c'est là que se niche un fait majeur pour l'impôt. Et lorsque on pense à l'impôt
Eh bien, cela concerne le politique, au sens fort du terme, au sens de l'organisation d'une société, bien entendu. Alors, de fait, c'est une véritable rupture entre deux univers ou encore entre deux époques qui se dessinent, et avec elle apparaissent des enjeux d'une taille inédite pour la fiscalité. Et il est urgent d'y répondre. Alors, une observation attentive montre d'ailleurs que l'on est en présence d'un véritable quiproquo. En effet, c'est un système fiscal bien installé, qui s'est construit, sophistiqué même, peu à peu, depuis au moins un siècle, et qui est aujourd'hui, je le crois, profondément menacé, j'y reviendrai. La présence, allant s'accroissant, d'entreprises qui s'installent au-delà des frontières nationales des États qui les ont vues naître, a fait surgir, au début du siècle dernier, des questions fiscales plus ou moins ignorées jusqu'alors. C'est par exemple celle de la double imposition. Alors a ainsi été bâti un cadre fiscal de plus en plus lourd, de plus en plus complexe. Et ce cadre fut construit au fur et à mesure que, eh bien, se sont développés des aménagements rendus nécessaires par le développement d'une économie de plus en plus concurrentielle. Mais aussi avec le développement, il ne faut pas l'oublier, d'États souverains dont les finances ont vite occupé une place essentielle, notamment à la sortie de la guerre de 1914-1918, parce qu'il fallait reconstruire le pays, je dirais les pays en guerre. Certes, ces aménagements n'ont jamais été simples à opérer. Il n'est qu'à relire les rapports des diverses commissions multilatérales en charge de les proposer pour s'en convaincre. Comme par exemple celle instituée sous l'égide de la Société des Nations au cours des années 1920, et je pense notamment à la suite de la conférence de Bruxelles d'octobre 1920. En 1923, le rapport sur la double imposition, produit par un comité Seligman, créé en 1920, composé de 4 universitaires, dont Seligman, constitua une étape importante dans le multilatéralisme fiscal et la construction d'un droit fiscal international par conséquent. Le sujet sera repris ensuite par un nouveau comité mis en place en 1923 et composé en majorité cette fois de hauts fonctionnaires qualifiés de comités d'experts, et ce n'est pas innocent. Je précise que le comité précédent était un comité de 4 universitaires. Ce comité d'experts s'intitulait Comité d'experts sur l'évasion fiscale et la double imposition. Néanmoins, pendant plus d'un demi-siècle, la logique du cadre général de l'économie et ses caractéristiques matérielles sont restées fondées sur les entreprises industrielles bien visibles, produisant à partir d'équipements lourds et occupant une main-d'œuvre importante, le tout baignant dans un environnement politique caractérisé par des États jaloux de leur souveraineté fiscale, mais aussi globalement attachés à une conception libérale des échanges économiques. C'est sur cette réalité que se construisit et évolua un cadre d'imposition législatif, mais aussi administratif, qui s'efforçait de concilier les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire du secteur public et du secteur privé. Alors, les questions posées n'ont jamais été simples, bien sûr, comme celle d'établissement stable à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, d'imposition au pays de la source ou à celui de la résidence, ou encore, c'était une question qui se posait dès les années 20, d'échange de renseignements, mais jamais résolue. Elles l'ont été de moins en moins, avec l'expansion de l'internationalisation de l'économie, mais la logique de fond était relativement la même, constante. Si bien que pendant des années, il s'est agi d'adapter les législations à une double contrainte, celle de la globalisation des échanges et celle de la mobilisation de l'impôt,
afin de satisfaire à la soutenabilité des finances publiques. C'est ainsi que des réponses furent apportées au phénomène croissant de double imposition et d'évasion fiscale internationale avec les conventions fiscales bi- et multilatérales. Les réflexions et propositions ont été centrées d'abord sur la question, quand on relit les textes de l'époque, sur la question des prix de transfert, apparu depuis qu'en 1928, il fut décidé, vous le savez, que les filiales ne constituaient plus des établissements stables. Ces réponses qui furent apportées par la Société des Nations ont ensuite été relayées par l'ONU, par l'OCDE ou encore par l'Union européenne, comme vous l'avez dit. Elles ont pour point commun un mode de raisonnement qui reste inscrit dans un registre qui, finalement, reste largement similaire à celui initialement retenu. Autrement dit, un cadre conceptuel quasiment inchangé, tout en prenant acte du nouveau modèle d'affaires qui se développe au sein d'une économie mondiale, mais aussi numérisée. Certes, deux modèles économiques coexistent encore, et s'il est justifié d'en tenir compte, il est urgent de déterminer un projet fiscal consensuel. On veut dire acceptable par les trois groupes de pays qu'a identifié l'OCDE, sans pour autant que ce projet soit limité à un simple blocage de l'existant. Il est un fait que nombre de réponses consistent à poursuivre et améliorer celles déjà éprouvées, mais aussi à tenter d'adapter les principes fiscaux traditionnels à une réalité économique qui, hélas, ne leur correspond plus qu'en partie. Il en est ainsi du principe de territorialité et de la notion d'établissement stable, comme de la proposition qui consisterait à partager les bases et à les taxer au taux du pays, ou bien encore à tenter de reterritorialiser ces bases par des taux attractifs. Nous peinons à donner un contenu à des notions comme celle de présence numérique, proposée par la Commission européenne, vous le savez, ou bien d'établissement stable virtuel. Autrement dit, les difficultés demeurent grandes pour localiser la richesse, la valeur. On peut comprendre également la difficulté qu'il y a à modifier les règles d'un système fiscal conçu dans un autre univers que celui d'aujourd'hui, qui de surcroît continue à être déterminé par des corporatismes de toutes sortes, et notamment étatiques, des égoïsmes étatiques, je veux dire. Mais tout se passe comme si la gouvernance fiscale demeurait prisonnière d'un contexte qui est celui du XXe siècle. La récurrence des approches exprime une hésitation entrée de plein pied dans le XXIe siècle. Néanmoins, un examen attentif des travaux portant sur cette question fait clairement apparaître une parfaite identification du cadre actuel dans lequel évolue l'impôt. Nous identifions bien cette situation-là. Ainsi, l'OCDE a très rapidement pris en compte les conséquences pour le système fiscal international. Elle note encore dans son dernier rapport intérimaire sur le BEPS, je le cite, qu'il est essentiel de bien comprendre les conséquences de la numérisation de l'économie sur la façon dont les entreprises exercent leurs activités et créent de la valeur pour s'assurer que le cadre fiscal répondra bien aux défis posés. Il est ainsi bien admis aujourd'hui que le développement du numérique et de la mondialisation, qui sont indissociables maintenant, engendre un nouveau modèle économique au sein duquel prend forme une valeur nouvelle. La déterritorialisation, le nomadisme des contribuables et de la matière imposable, l'évanescence des frontières se sont certes considérablement accentuées ces dernières années. Mais en fait, il ne s'agirait là que du développement d'une logique
déjà ancienne, vous le savez, vous avez pratiqué cela, je l'ai pratiqué également autrefois, est connue si n'était pas intervenue une explosion du numérique. C'est cela qui est nouveau. En effet, le numérique joue un rôle déterminant. Il change profondément les formes et le sens de la globalisation. Comme il transforme aussi le mode de fonctionnement des entreprises, le modèle d'affaires. C'est bien le couple mondialisation numérique qui est essentiel. Il est source, comme l'a exprimé l'auteur de notre revue, de la revue française de finances publiques, et qui je crois va reprendre cet après-midi, d'une aterritorialisation. Et c'est à cette évolution que sont confrontées des administrations fiscales encore sédentaires et un droit fiscal qui sont parfois pétrifiés et encore largement figés dans le XXe siècle. Elle remet fondamentalement en cause les cadres fiscaux, juridiques, administratifs et conceptuels, habituels, nationaux et internationaux. Elle les menace directement et en fait apparaître la faiblesse et même la fragilité. Autrement dit, ce ne sont pas les formes les plus visibles et parfois spectaculaires des délocalisations de la matière imposable de certaines entreprises et de riches contribuables qui sont essentielles. L'essentiel est dans un processus de disparition des bases d'imposition moins visibles et bien plus redoutables, en fait, qui tente à s'étendre à l'ensemble des activités entrepreneuriales. Cette aterritorialisation, cette déterritorialisation, comme on voudra, nourrit une forme inédite d'évasion fiscale qui épouse les dispositifs les plus classiques d'évitement de l'impôt, tout en décuplant les effets. Au final, au sein de la société contemporaine, les citoyens, les acteurs économiques, politiques, administratifs, et plus largement les États, vivent des cultures différentes, des temps différents également, des espaces différents, des normes fiscales différentes. Seul les relie le développement d'une intelligence artificielle qui en irrigue à grande allure les moindres recoins. Et cette situation, cet univers très contrasté, porte en germe le passage vers, je l'ai dit tout à l'heure, une civilisation nouvelle dans laquelle la place de la fiscalité, et il faut y faire attention, n'apparaît pas à l'évidence. Il s'agit par conséquent d'une question d'ordre politique, dont la réponse ne peut se limiter à des propositions techniques produites par les seuls experts, comme on a pu le croire en 1923, lors de la création de ce comité d'experts sur l'évasion fiscale et la double imposition, déjà cité tout à l'heure. Il s'agit maintenant, en fait, d'identifier clairement un projet consensuel pour une société de l'interconnexion constituée d'une infinité d'acteurs qui peuvent échanger aisément des informations d'un bout à l'autre de la planète, utiliser des crypto-monnaies et toutes les possibilités offertes par les blockchains. Et la difficulté grandissante rencontrée pour taxer les résultats de certaines sociétés, eh bien, je considère qu'elle est le signe d'une mutation profonde du modèle économique et politique qui s'est installé pendant les 30 Glorieuses. Il s'agit maintenant de reprendre la problématique initialement et plus ou moins implicitement posée il y a maintenant un siècle. On veut dire celle de l'intégration d'une économie libérale et d'un État soucieux, cet État, de préserver sa souveraineté et garant de l'intérêt général. Si un équilibre n'était pas trouvé, plus précisément si la tendance actuelle vers une érosion des bases d'imposition se poursuivait, il en résulterait, à mon sens, à coup sûr, une menace forte pour la fiscalité. Une menace qui, lorsqu'elle touche la fiscalité, s'étendrait, vous le savez, à l'ensemble du secteur public. En effet, l'affaire est en réalité bien plus grave qu'elle n'en a l'air.
elle n'est pas simplement d'ordre technique. Et ses conséquences, notamment en termes d'injustice fiscale ou de concurrence déloyale, renvoient plus que jamais à une question de fond, celle de la fonction et de la légitimité de l'impôt. La majeure partie des prélèvements obligatoires, qualifiés de modernes, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, vous les connaissez, eh bien, ont été inventés en fonction d'un modèle économique enraciné dans le développement industriel. La valeur était tout autre. Il faudrait d'ores et déjà en reconsidérer le bien fondé et la pertinence dans un monde irrigué par le digital. Ainsi, hormis la nécessité de dégager des règles pour endiguer l'évasion fiscale, comme celle proposée, on l'a dit, par l'OCDE, l'ONU, l'Union européenne, et dont le bien fondé, je le répète, n'est pas contestable, même nécessaire, mais il est aussi crucial de s'interroger sur l'avenir de l'impôt. Et cela hors des cadres de pensée propres au contexte du XXe siècle, voire même du XIXe siècle. Et je dirais pour la fiscalité locale, voire même du XVIIIe siècle. C'est aussi du futur de la fiscalité dont il faut se préoccuper. D'autant plus que, dans les toutes prochaines années, la fiscalité, et donc les finances publiques, et par effet systémique le secteur public, les pouvoirs politiques, seraient appelés à connaître des bouleversements sans précédent. Et s'il se poursuivait une telle évolution. Tout aujourd'hui, à mon avis, semble en effet indiquer que le passage vers une société sans État ou à État minimum fait partie des futurs possibles. Un futur très incertain, plein d'incertitudes. Un futur qui est encore non imaginable. L'univers des internautes est un univers du marché qui se passe volontiers du politique et dans lequel l'évasion fiscale internationale est finalement, et c'est normal, c'est logique, la conséquence logique d'un modèle économique qui s'auto-construit en l'absence d'un cadre juridique et administratif qui lui serait adapté. En d'autres termes, une société nouvelle s'auto-institue qui porte en germe, je l'ai dit, une civilisation dans laquelle l'État n'a pas nécessairement sa place. Ce qui d'ailleurs fait apparaître dérisoire et comme un combat d'arrière-garde, celui mené par les États au nom de leur souveraineté fiscale. Une plongée dans l'inconnu, un basculement pour l'instant incontrôlé vers une autre galaxie est en train de se produire sous nos yeux. C'est une révolution silencieuse dont il s'agit. Non pas une révolution fiscale, mais beaucoup plus un changement profond de paradigme économique qui nécessite une réflexion de fond sur l'impôt et sur la forme politique dont il conditionne l'existence, je veux dire, l'État. Merci infiniment. Bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente.